Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro des femmes et des enfants d'abord. Avant toute chose, je vous le rappelle, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce en l'air juste en bas et de me laisser un commentaire pour soutenir cette vidéo. C'est bon pour l'algorithme de YouTube et c'est bon pour TVL. Ça y est, mars arrive, le printemps est tout proche de nous pour chasser les éventuelles déprimes hivernales. Car oui, le moral n'est pas toujours au beau fixe en hiver, surtout lorsqu'il s'agit de la scolarisation des enfants. Vous allez voir, la crise Covid et le confinement auront décidément fait du mal au moral et c'est ce que nous allons voir avec des extraits choisis de mon invité de Zoom, Thierry Delcourt, qui est pédopsychiatre. Et puis ce sera aussi le retour de la chronique consommation. Elle m'avait bien manqué, j'espère qu'à vous aussi. Et surtout, j'espère que ça vous plaira. On va parler d'une petite pépite 100% française, la boîte à histoire Luni. C'est un petit peu comme si je retournais à mes premiers amours. Sans écran, évidemment. On continuera avec un point sur l'actualité des parents avant de conclure avec les chroniques lecture d'Anne-Laure Blanc et de Valérie Daubigny. Et bien entendu, l'image du mois, les femmes et les enfants d'abord. C'est parti! L'absentéisme aurait augmenté de 10% à l'école en 3 ans. Agressivité, perte de motivation, mal-être, violence, renfermement. Certains enfants ne vont pas bien. Et c'est peu de le dire. Difficile parfois pour les parents de faire face, de comprendre ou même de se positionner face à ces blocages. Et c'est là que Thierry Delcourt, pédopsychiatre, intervient. Comme il a pu le constater dans son cabinet et auprès de ses collègues, il reçoit de plus en plus d'enfants qui ne peuvent plus ou qui ne veulent plus aller en classe. Son ouvrage « Je ne veux plus aller à l'école » qui est paru chez Max Milo revient de façon concrète sur ces situations variées. Un livre qui est plein de petites clés d'éducation, vous savez, pour mieux combattre ce mal-être avec des pistes de réflexion et surtout des conseils de prise en charge pour remettre les enfants sur les rails tout en luttant contre l'échec scolaire, ce qui est bien sûr le but. Alors je vous propose d'écouter quelques extraits choisis tout de suite de l'entretien que j'ai réalisé avec Thierry Delcourt qui est disponible dans son intégralité sur notre site tvl.fr ou sur notre chaîne YouTube. Je vous mets le lien juste en bas dans la description comme vous en avez l'habitude. On écoute tout de suite. Depuis quelques années, je voyais croître cette demande de rendez-vous, surtout de parents qui étaient désarmés, désorientés et avec des enfants qui ne pouvaient plus ou ne voulaient plus aller à l'école. Et donc, ça s'est bien sûr accéléré suite au confinement parce que ça a bouleversé beaucoup de choses, ce confinement. Et donc, on a vraiment un problème d'ailleurs qui a été mesuré puisqu'on est à peu près à 10% d'augmentation des déscolarisations sur l'année 2021-2022. Donc c'est quand même assez important. On a quand même des chiffres conséquents maintenant de déscolarisation. C'est de l'absentéisme ou de la déscolarisation très exactement? Déscolarisation complète. Complète. On parle de déscolarisation complète là. Parce que l'absentéisme, il y en a pour des motifs médicaux, mais aussi pour... chez les grands adolescents, pour les motifs de confort, on peut dire. Ça existe aussi. Mais voilà, et donc c'est une problématique. Alors j'ai voulu comprendre ce qui se passait dans cette problématique, puisqu'elle est un peu différente selon les âges, et puis voir pourquoi ce phénomène était en train d'augmenter, et puis surtout donner des réponses aux parents par rapport à ça. C'était difficile pour certains enfants plus fragiles, notamment les préadolescents, de revenir face au regard des autres, face à ce cadre-là. Et c'est pas du tout dans le registre d'une paresse ou d'un inconfort. C'est effectivement comme si on n'avait plus les outils pour faire face, pour affronter ce qui parfois est un peu une jungle, parce qu'il faut savoir que dans les écoles, c'est pas toujours facile. Surtout à certains âges. Voilà, c'est ça. Au fond, Thierry Delcourt, est-ce que l'école est faite pour tous les enfants ? Alors, l'école pourrait être faite pour tous les enfants à certaines conditions. La réponse est habile. Voilà. Parce qu'on a beaucoup parlé à une époque de l'inclusion scolaire, on en parle. Ça veut dire quoi, une inclusion scolaire? Ça veut dire des moyens humains conséquents, des moyens matériels, des moyens de formation et des enseignants qui se retrouvent avec des petites unités, comme ça se fait dans ce qu'on appelle les REP et REP+, c'est-à-dire où les enseignants ont 10, 12 élèves dans leur classe. On peut travailler. Et on peut travailler en y incluant à ce moment-là un enfant plus ou moins en grande difficulté et qu'on puisse prendre sa singularité et l'aider lui aussi autant que les autres. S'il y a ces conditions-là, oui, l'école pourrait être faite pour presque tous les enfants. Presque, parce qu'il faut savoir qu'il y en a qui souffrent justement en lien avec
un déficit intellectuel profond, en lien aussi avec de l'autisme, par exemple, et qui sont dans cette situation de souffrance parce qu'ils se mesurent par rapport aux autres, parce qu'ils souffrent aussi de ne pas avoir les compétences, le mode d'emploi de la vie. Hein, et donc, c'est quand même très difficile pour eux. L'éducation nationale n'a pas vraiment réviser ces programmes pédagogiques en fonction justement de cette inclusion. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire si par exemple, on mène un projet avec des enfants où chacun peut avoir sa place dans le projet, ça peut bien se passer. Si par contre, on est dans une obsession de la performance et de l'évaluation, ça n'ira pas, parce qu'effectivement, il va y avoir des comparatifs, il va y avoir des enfants qui vont harceler d'autres, il va y avoir des professeurs qui ont certaines maladresses, hein, pour ne pas dire plus pour certains, et donc ils vont créer des situations de souffrance. Qu'est-ce qu'on a comme manifestation du blocage scolaire finalement? Parce qu'on imagine assez bien donc, le décrochage, la phobie, l'échec scolaire également, mais ça peut aller beaucoup plus loin finalement, surtout dans les cas de harcèlement que vous venez d'évoquer. Voilà, le premier symptôme clé, c'est l'anxiété avec des degrés. Vous voyez, il y a le stress, comme on dit parfois le bon stress, mais est-ce qu'il y en a un? Il y a ce stress qui vient entraver, il y a le niveau d'anxiété et puis il y a le niveau d'angoisse. Hein. Et donc, ceux à qui on a affaire, qui sont dans un blocage et une phobie scolaire, ils ont vraiment vécu une angoisse. Une fois, pas forcément à cause de l'école, mais ils ont vécu une angoisse en rentrant dans le milieu scolaire. Et cette angoisse, elle a une dimension traumatique. C'est-à-dire, quand on a vécu une angoisse, on redoute de vivre une nouvelle, et comme on redoute, on la recrée finalement. Et donc il y a une espèce de machine infernale qui bloque les enfants dans cette situation. Donc ça, c'est le premier symptôme clé. Le deuxième, c'est notamment chez les préadolescents. Vous savez, on parle beaucoup des préadolescents en ce moment avec des conduites suicidaires ou équivalents suicidaires, avec des difficultés de trouver son identité. Voilà, il y a beaucoup de questions de ça en ce moment. Et donc, ces signes-là sont effectivement inquiétants aussi, et ça les met dans une situation, je parlais tout à l'heure de ne pas avoir le mode d'emploi, mais d'être en souffrance finalement, face au regard des autres, face aussi à je suis capable ou pas capable. Je cite dans le livre quelques paroles des enfants comme ça, et certains disent des choses d'une dévalorisation extrême. J'ai l'impression que je suis complètement nulle. De toute Voilà, façon, c'est moi la bête à la maison. C'est ça. Et donc ça, c'est vraiment le deuxième aspect qui est une espèce de défaillance narcissique. Et paradoxalement, et notamment chez les préadolescents, ça c'est quelque chose de très intéressant en ce moment, parce que c'est là où se situe la souffrance la plus importante, je crois. C'est un décalage entre une fausse maturité, c'est-à-dire que c'est des enfants qui regardent plein de choses, qui voient plein de choses, qui reçoivent plein d'agressions, qui vivent aussi un peu la jungle de l'école parfois, et qui en même temps, sur le plan psycho-affectif, sont encore des enfants. Sont en voie de devenir adolescents, mais ils ne sont pas encore. Et je crois que c'est... Et ça génère des souffrances importantes. Vous entendez souvent parler des scarifications, des choses comme ça en ce moment. Et je crois que cet âge-là, c'est vraiment un problème. Pour se détendre, pour faire fonctionner son imagination, pour s'occuper, voyager, apprendre, découvrir, rien de tel que les histoires. Si vous me suivez depuis un certain temps, vous savez que j'en suis particulièrement férue, et dans toutes leurs formes, avec bien sûr les conseils lecture chaque mois à la fin de mon émission, en partenariat avec, je le rappelle, Chouette un livre et 1, 2, 3 loisirs, qui sont des sources et surtout des ressources inestimables pour sélectionner les ouvrages pour vos enfants et leur lire ou les faire lire, suivant leur âge. Le plus important finalement, en tant que parent, c'est d'être exemplaire en lisant devant les enfants des magazines, des bouquins, des BD, enfin comme vous voulez, tant que vous lisez. Et il faut aussi essayer d'être acteur et de rendre votre enfant autonome dans la lecture. Le rituel de l'histoire du soir, par exemple, une bibliothèque qui serait accessible aux enfants, des petits CD audio d'histoire, des visites à la médiathèque, etc. Il y a 1000 possibilités, dont celle-ci aussi, la boîte à histoire de l'Uni. Alors, parlons tout de suite de ce qui fâche pour en être débarrassé. Ce n'est pas donné.
64,90 €. Alors, vous le savez, je ne suis ni influenceuse ni influencée. D'ailleurs, je l'ai sorti directement de sa petite boîte parce que je ne suis pas très forte pour déballer devant la caméra. Mais si je vous parle de cette boîte à histoire aujourd'hui, c'est vraiment parce que je suis convaincue à l'usage que c'est un jouet intelligent et je l'ai complètement crash testé et validé chez moi pour vous en parler en toute simplicité. Alors, vous allez me dire que c'est un petit peu comme le Bookino de ma toute première émission. Le voici, on s'en sert toujours à la maison, comme vous pouvez le voir. Vous vous en souvenez avec le fameux petit bec quand on l'allume. Et les petites gommettes sur les histoires où on colle le petit cœur et l'histoire se lance. On va la couper pour cette fois-ci. On n'aura pas besoin de l'écouter, on va écouter plutôt celle de l'Uni. Mais donc le Bookino, je m'en sers toujours. Je vous mets le lien de l'émission si vous voulez revoir la présentation. Donc pareil, c'est en bas dans la description comme d'habitude. J'adore toujours autant, comme je le disais. Mais je dois dire, pour être tout à fait honnête, qu'il est assez difficile de faire et d'obtenir des enregistrements des proches dans cette vie qui va parfois trop vite pour tout. Mais on reste des adeptes à la maison avec la voix des grands-parents, etc., etc. Et c'est vraiment agréable comme petit outil. Revenons donc à nos moutons, c'est la Luni, cette fois-ci, qui permet également d'enregistrer des histoires, elle aussi, comme le Bookino, mais ce n'est pas ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Je vous montre comment se présente donc la petite machine. Premier argument de poids, Luni est fabriqué 100% en France. Donc de quoi se réconcilier un petit peu avec le prix. Évidemment, il est toujours possible de la trouver d'occasion ou alors de faire un cadeau groupé. Je ferme cette parenthèse, il y en a plein sur le Bon Coin. Il n'y a évidemment aucune onde avec cette petite machine. Il n'y a pas d'image hypnotisante non plus, ni de connexion à quoi que ce soit. Et ça, on aime particulièrement dans les femmes et les enfants d'abord. Alors, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas beaucoup de boutons, il y en a 5 en tout. Un qui tourne ici, un petit OK pour la sélection, pause, le menu principal et le menu pour l'allumer. Donc, tout est très simple, très didactique. Et ça, pour les enfants et pour les parents, c'est aussi un gros plus, bien évidemment. Et je vous signale également qu'il y a un service commercial qui est particulièrement déterminé et disponible pour régler le moindre problème si jamais on en rencontre. Fermeture de cette parenthèse également. Alors voici comment on écoute une histoire. On allume le petit bouton et qui sera le héros de ton histoire? On va sélectionner des Zoé. héros. Donc il y a 48 histoires en tout qui sont préenregistrées et disponibles pour les enfants. Il y en a des centaines d'autres qui sont disponibles à l'achat sur l'Uni, l'Uni avec 2 petits i sur leur site luni.com. Donc voici la démo. Donc là, je sélectionne un héros. Donc là, je suis sur le curseur Zoé, mais je peux aussi choisir un petit garçon, Lilou, une autre petite Tom, fille, etc. Zoé. Mettons qu'on choisit Zoé, on clique sur OK. Où ton histoire va-t-elle se passer? C'est désormais... Le royaume des mers. Il faut désormais donc choisir le lieu. Le royaume de feu. Royaume de feu, ça m'a l'air pas mal. Clac. Qui ton héros va-t-il rencontrer? Le dragon. Oh, un dragon, bien évidemment. OK. Et enfin, choisis un objet. Le thermomètre. Thermomètre, ça fait un peu trop à la mode. On va choisir un autre objet. Le trésor. Un trésor, ça c'est merveilleux. Surtout avec un dragon, ça me paraît pas mal. Et l'histoire se lance. Dans les profondeurs du royaume de feu, les grands dragons vivaient au cœur des plus anciens volcans. Zoé était devenue amie avec Crin d'Argent. Et voilà, j'ai mis l'histoire en pause. Donc c'est assez simple et ça permet d'accéder à plein d'histoires. C'est assez fabuleux, moi je trouve, pour l'imagination, bien sûr, de l'enfant, qui va pouvoir voyager dans différents royaumes avec différents compagnons, différentes bestioles, des dragons, etc. Et c'est aussi une histoire que l'enfant va créer en quelque sorte en autonomie. Alors c'est clairement aussi un allié des longs voyages, surtout... que ni vous ni vos enfants ne risquez de vous en lasser, car la combinaison d'histoires est assez vaste. Je le rappelle, il y en a 48. Et il y a la possibilité, bien sûr, rassurez-vous, de brancher un casque. Comme ça, on ne l'entend pas systématiquement. Donc ce choix d'histoire vraiment est chouette. C'est pas comme les poupées qui chantent, où on en a un peu assez au bout d'un moment d'entendre à la Clairefontaine avec une petite voix
particulièrement insipide. Oui, j'ai un problème avec les poupées qui chantent. Je n'aime pas trop ça. À noter qu'il existe une Luni pour les 3 ans et plus et une Luni pour les 5 ans et plus. Alors, ce sont exactement les mêmes objets. Il s'agit seulement de la longueur des histoires qui va changer un petit peu. Également des personnages et des objets et des compagnons qu'ils vont rencontrer. Donc, vous pouvez tout à fait commencer avec la 3 ans et plus et acheter des histoires supplémentaires qui seront plus adaptées à l'âge de vos enfants une fois qu'ils auront grandi. Il n'est pas nécessaire de racheter la Luni du dessus, sinon ça ferait 2 fois le prix, ça commence à faire un petit peu cher quand même. Alors, dernier point, la Luni se recharge par USB-C, alors c'est-à-dire que c'est un câble qui est relativement commun, on en a tous quelque part dans le placard à câble, je vous le promets, donc s'il est perdu par mégarde un jour, eh bien pas d'inquiétude, vous aurez de quoi recharger encore la petite boîte. Maintenant, j'ai fini de vous raconter des histoires, place à l'actualité. Je vous propose maintenant de passer à la revue de presse concernant l'actualité autour des enfants et des familles. Et on commence avec la gestation pour autrui qui accouche d'une proposition sordide. Dans une étude de novembre dernier parue dans la revue scientifique Theoretical Medicine and Bioethics et rapportée par le Daily Mail il y a un mois, une professeure agrégée de philosophie à l'université d'Oslo propose d'utiliser des femmes en état de mort cérébrale pour y implanter des embryons. Un peu comme dans le cadre d'un don d'organes, estime-t-elle, et elle dit qu'il serait même possible de faire des mères porteuses de ces corps sous respiration artificielle en réanimation pour augmenter l'offre de GPA. Voilà tout de même de quoi pousser la fenêtre d'Overton. Alors si vous pensez toutefois que cette information sort tout droit de mon imaginaire nourri par trop de science-fiction, voici le cache-sexe éthique dont se part cette idée, la rendant ainsi définitivement moderne et plausible, bien entendu. Le consentement restera nécessaire au préalable pour les éventuels volontaires, selon l'universitaire norvégienne. L'égalitarisme scientifique fait décidément froid dans le dos. Éthique toujours, sur Facebook, on trouve désormais des publicités sponsorisées pour une banque internationale de sperme et d'ovules du nom de Cryos. L'entreprise propose des services de reproduction ou bien de devenir donneur soi-même, avec des articles sur des couples comme Julie et Camilla et leur parcours de fertilité utilisant la dialectique suivante. Certains sauvent des vies, d'autres la donnent, ou encore en donnant des conseils sur quoi dire à son enfant né de PMA s'il veut en savoir plus sur le, je cite, gentil monsieur qui a réalisé le rêve de sa maman. La propagande autour du genre prend toujours plus d'ampleur. La Caisse d'allocation familiale a publié le 25 janvier dernier un article intitulé « Mon enfant est transgenre, comment bien l'accompagner ?» La CAF, pourtant un organisme sous la tutelle du ministre de la Santé, se fait ici le porte-parole d'associations militantes encourageant la transidentité chez les enfants. Juriste pour l'enfance, l'association qui veille aux droits de l'enfant a mis la CAF en demeure de retirer sans délai cette page sur son site internet avant d'envisager une suite judiciaire. De leur côté, le 16 février dernier, 80 signataires d'une lettre ouverte au ministre de la Santé, avec parmi eux des professionnels de santé, des intellectuels ou des universitaires, dont Elisabeth Badinter, il faut le souligner, dénoncent eux un texte de la CAF, je cite, « dangereux ». Il rappelle que la théorie du genre ne repose sur aucun fondement scientifique tout en rejetant des données biologiques incontestables et il demande en conséquence de faire cesser cette désinformation au plus vite. Et pour finir, bonne nouvelle pour la littérature, la censure anglaise n'arrivera pas en France pour l'œuvre de Roald Dahl. À l'heure de la cancel culture, les ayants droit de Roald Dahl ont fait appel à des inclusive readers, dont le rôle est de s'assurer que rien ne puisse choquer les lecteurs contemporains. Ils ont choisi d'expurger de l'œuvre de l'auteur de Mathilda, Charlie et la chocolaterie ou encore le BGG les mots blanc, noir ou encore gros pour la nouvelle édition parue chez l'éditeur anglais, chez Penguin, provoquant ainsi une vive polémique.
La directrice des éditions Gallimard Jeunesse a annoncé de son côté dans une interview au Figaro le 21 février dernier qu'ils n'avaient de leur côté pas l'intention de changer les textes de l'auteur pour la collection Folio Junior. Elle a rappelé que le style très descriptif de cet auteur de jeunesse faisait justement toute la saveur et toute l'ironie du texte et qu'à ce compte-là, il faudrait aussi changer très rapidement les contes de fées. Voilà pour ce mois-ci, je vous propose de passer maintenant à la chronique lecture avec les livres soigneusement sélectionnés par Anne-Laure Blanc et Valérie Daubigny, garantis 100% bons pour le développement de vos enfants. Je vais vous présenter aujourd'hui 2 bandes dessinées. Pourquoi ? Parce qu'elles sont toutes les 2 tirées de l'œuvre de Jack London. Donc il s'agit d'une part de Cro-Blanc et de l'autre côté de L'Appel de la forêt, qui sont 2 bandes dessinées qui racontent la même histoire mais à l'envers. Cro-Blanc, tout le monde le sait, c'est ce chien sauvage qui va apprendre la confiance de l'homme et le respect humain. Et dans l'autre, c'est au contraire ce chien maltraité qui va retrouver une forme de liberté en rejoignant une meute de loups. Donc on est toujours dans ces paysages froids, durs, quasiment inhumains du nord canadien, du Grand Nord. En plus, l'appel de la forêt, c'est la ruée vers l'or. C'est un événement qu'a vécu Jack London lui-même. Et il a suivi ces hommes sans foi ni loi dans ces univers impitoyables. Mais cela donne 2 romans remis en scène donc, par Pierre-Emmanuel Decuest et qui sont très très bien illustrés, très vivants, avec des grands paysages, avec ces chiens qu'on voit vivre, qu'on voit vibrer dans la neige, avec ces hommes, pour certains très bons, pour certains très méchants, mais qui en fait tous sont mis vraiment face à eux-mêmes dans une nature impitoyable. Donc on a 2 bandes dessinées complémentaires. Je pense que c'est intéressant de les lire un petit peu ensemble et de voir finalement comment un chien dressé par les hommes peut retrouver une meute de loups et comment le chien loup, puisque Cro-Blanc est un chien loup, peut être lui accueilli et se laisser accueillir par les hommes. Voilà 2 grands classiques donc de la littérature américaine qui sont remarquablement remis en dessin dans ces 2 bandes dessinées. Donc je le rappelle, Cro-Blanc, un monde sauvage et L'Appel de la forêt. Bonne lecture. Stikine est une réédition aux éditions Bartilla qui est une vraie merveille. Pour moi, ça a été une découverte, celle d'un auteur, John Muir. John Muir qui est mort en 1914 et qui nous entraîne dans une histoire assez merveilleuse, glaçante, oserais-je dire, puisqu'il s'agit d'une expédition dans le Grand Nord canadien avec un chien. Pas un chien magnifique, un cabot vilain, pas très reluisant. L'auteur se demande même ce qu'il fait sur le navire de l'expédition, mais ce chien sera là, va les accompagner. Et puis lorsqu'un soir, il va y avoir une tempête de neige effrayante, effroyable, tonitruante sur un glacier, et que l'auteur, John Muir en personne, voudra sortir pour voir ça au plus près, eh bien ce chien va lui coller au basque. Il va le suivre. Il ne pourra pas s'en défaire. Et finalement, c'est tous les 2, comme 2 compagnons, qu'ils vont traverser les grands dangers de cette tempête de neige. C'est très impressionnant, c'est très ciselé, très écrit, un récit que vous pouvez lire à voix haute, tout le monde sera passionné. Il faut que je vous signale la préface de Lucien Dazet, qui est aussi traducteur pour cette édition de Stikine chez Bartilla. C'est une préface qui prend une grande place dans ce livre. Mais justement, très intéressant pour notamment des jeunes qui s'intéressent aux études de lettres, ils verront comment l'on présente une œuvre historique avec un contexte littéraire, un contexte géographique, un contexte historique précisément, des personnages. Ils vont saisir tout cela et ce n'est pas le plus petit intérêt de cette réédition de Stikine que je vous recommande chaleureusement pour tous. Ne gaspillons pas cette cartouche trop tôt. Moi, je dirais qu'à partir de 10 ans et surtout à voix haute, pensez-y. Merci
Merci à tous d'avoir suivi cette édition. Avant de se quitter, je vous propose l'image du mois avec le ménage selon Papa Cube. Une technique parfaite pour le ménage de printemps qui nous attend tous, bien évidemment. Une bonne motivation pour les enfants et donc aussi pour les parents. Bon courage à tous ceux qui se lancent dans un grand tri en tout cas. Et n'oubliez pas de cliquer sur le pouce en l'air avant de partir. Laissez-moi également un commentaire juste en bas et n'oubliez pas de vérifier aussi que vous êtes bien abonné à notre chaîne. Quant à moi, je vous dis à très vite sur TVL.